Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous informer sur Gabon 24. Libreville plongée dans la psychose toute cette journée en cause des irruptions brutales d'un commando armé non identifié dans plusieurs médias, mais une heure plus tôt, comme un signe avant-coureur de ces actes presque terroristes, la sortie de Laurent Désiré à Bamiko, ancien candidat à l'élection présidentielle, annonçait déjà des heures sombres pour le pays. Il a finalement été interpellé pour être entendu sur ses déclarations. Ismaël Obiancé pour le compte-rendu. La première alerte de ceux qui à coup sûr visaient les points stratégiques de la ville est partie de Gabon Télévision. Vers 10h30, 10h45, le directeur général adjoint est venu me voir pour me dire qu'il y avait une irruption soudaine des inconnus, des gens qui sont arrivés, ils ont garé leur voiture sur un de nos parkings et subitement ils sont entrés jusqu'à la salle de diffusion. Avec des machettes cachées dans les chemises. Ils ont menacé certains agents qu'ils ont trouvés au hall de la maison Georges Raouli, ils les ont menacés avec des machettes leur disant qu'ils vont leur couper le cou. Peu avant ces opérations ciblées, Laurent Désiré Abba annonçait déjà la stratégie du commando dont les irruptions inopinées sont signalées coup sur coup à Canal 7 ou encore ici à Africa numéro 1, entre autres. Nous condamnons absolument ce qui s'est passé, tout comme nous condamnons toute forme de violence en politique. Les salles de rédaction doivent être préservées. Et là, il s'agit à la fois des rédactions publiques, je parle de Gabon Télévision, de Radio Gabon, des rédactions parapubliques comme Africa numéro 1, qui est une radio panafricaine et qui a vu des agents quasiment pris en otage, menacés. Je pense également des rédactions privées comme Canal 7, ou TV+, qui est certes une télévision proche de l'opposition, mais qui a été victime, elle également, où des agents ont été menacés. Et ça, le ministère de la Communication condamne absolument le recours à la violence. D'où que vienne cette violence? Des supposés explosifs seront retrouvés à la suite de ce gang armé, très visiblement préparé et entraîné à commettre une série d'actions coordonnées dignes d'un véritable terrorisme. Des enquêtes judiciaires actuellement en cours aideront à savoir si le premier suspect arrêté avait l'intention d'agir seul ou en bande organisée dans son plan d'attaque contre les institutions de la République. Justement, nous avons en ligne Warren Waou, qui est agent à Canal 7. Nous avons ce monteur en ligne qui a assisté justement à toute la scène au niveau de Canal 7. Warren, bonsoir. Warren Waou, est-ce que vous m'entendez? Pour la suite, à la sortie justement d'Abamiko, le procureur de la République, Steve Ndong et Sam Ndong, a fait une déclaration pour éclairer l'opinion sur la situation. Nous l'écoutons. Plusieurs rédactions de médias publics et privés de Libreville ont été prises d'assaut de manière synchronisée par des groupes d'individus armés et encagoulés dans le but de diffuser un message audio et vidéo incitant le peuple gabonais à la révolte. Dans le même temps, un enregistrement vidéo de 16 minutes intitulé « La révolution du peuple » a été abandonné dans la précipitation par les assaillants au moment de l'intervention des forces de sécurité. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration au cours de nos prochains programmes. Une crise qui mine justement actuellement le conseil municipal d'Akanda au nord de Libreville. La gestion du conseil est décriée par une partie des conseillers indépendants ou issus de l'opposition. Les précisions d'Ismaël Obiancé. La mairie d'Akanda, dont rien ne laissait pourtant présager de divergences au sommet, fait désormais étalage de graves problèmes de gestion. L'actuel bureau du conseil municipal est ici tenté par un groupe de conseillers indépendants et de l'opposition sur l'examen du compte administratif exercice 2015. Nous avons constaté de nombreuses irrégularités consignées dans le procès verbal de la dite session, notamment la masse salariale erronée. Au regard des documents de la masse salariale de la commune d'Akanda, fournis par le bureau du conseil, il ressort qu'un montant total de 708
464 804 francs CFA a été décaissé au titre des salaires payés. Après vérification des dits documents, il s'avère que la masse salariale est de 669 110 046 francs CFA. Or, à l'examen du compte de gestion fourni par Madame la percepteur, il se dégage un montant de 822 468 799 francs CFA. Cette déclaration faite hors des locaux de la mairie d'Akanda avec des accusations graves nous obligeait à un équilibre de l'information par la réaction du bureau incriminé, mais hélas, elle n'a pu être obtenue, l'équipe du conseil jugeant inopportune l'occasion d'une riposte sur les faits retenus contre elle pour sa gestion de la mairie d'Akanda. Le Centre des libéraux réformateurs, parti de la majorité républicaine, veut davantage d'implication dans la gestion de la mairie de Libreville. Ce vendredi, son président Jean-Boniface Assélé l'a fait savoir lors d'une conférence de presse. Jamila Bengman. La mairie d'Akanda, dont rien ne laissait pourtant présager de divergences au sommet, fait désormais étalage de graves problèmes de gestion. L'actuel bureau du conseil municipal est ici Le Centre des libéraux réformateurs, un allié indéfectible du Parti démocratique gabonais et co-gestionnaire de la mairie de Libreville, est monté au créneau ce vendredi par la voix de son président Jean-Boniface Assélé, qui souhaite être impliqué davantage dans la gestion de la capitale gabonaise. Nous demandons à ce qu'il y ait un acte de co-gestion. Nous sommes en co-gestion. Que cet acte signifie bien ce que nous devons faire et quels sont les moyens qu'on met à notre disposition pour faire ce travail. Le problème est celui-là. Nous demandons à ce qu'en fait la cogestion puisse tout naturellement s'organiser. Je ne suis pas un employé. Je suis un partenaire du PDG. Recadrer la situation de conflit qui existe entre les deux collaborateurs due à la non-adhésion des conseillers municipaux du CLR au budget de la mairie voté récemment, les céléristes appellent à une signature de partenariat gagnant-gagnant avec les plus hautes autorités. J'avais dit à Madame le maire, faisons un effort pour essayer de gérer au mieux la mairie, pour donner la victoire de Libreville au président Ali, notre président de la majorité. Les questions liées à la récente élection présidentielle française et le sport national ont aussi été commentées. Le ministre d'État en charge de la culture et des arts, Alain-Claude Bilébizé, a reçu les maires d'arrondissement de Libreville et des communes voisines à son cabinet. Les échanges ont tourné autour de la fête des cultures à venir dont les collectivités locales sont partie prenante. Uriel Abaga. Le ministre d'État en charge de la culture et des arts, Alain-Claude Bilébizé, s'est entretenu ce vendredi à son cabinet avec une délégation composée de maires d'arrondissement de Libreville, de ceux de la mairie centrale de la capitale gabonaise et d'édiles des localités voisines. Le but est d'impliquer les collectivités locales dans l'organisation de la fête des cultures qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain. Les élus ont accepté de collaborer pour la réussite de l'événement. Nous allons faire vraiment le maximum. 15 jours, c'est très très peu de temps pour pouvoir préparer des chars, mais nous allons faire notre possible. Nous sommes partenaires d'événements. Nous mettrons à disposition le comité d'organisation tout ce qu'ils auront besoin au niveau de la commune de Libreville pour que cette fête soit une belle fête et qu'elle réussisse tel que le souhaiterait le comité d'organisation. Cette 13e édition de la Fête des Cultures atteindra les quartiers populaires pour que le plus grand nombre célèbre et profite du patrimoine culturel du Gabon. Nous ne souhaitons pas que la Fête des Cultures soit une fête pour les beaux quartiers de Libreville. Libreville a une large diversité culturelle, une diversité démographique également. Et le vieux Libreville existe, Libreville traditionnel existe, et nous aurions souhaité que pour le carnaval, les chars ne circulent pas que sur le front de mer, mais que pour le carnaval, les chars entrent dans le cœur de la ville, où il y a toute une activité, toute une diversité culturelle également, parce que c'est une fête que nous voulons offrir aux Gabonaises et aux Gabonais, où qu'ils soient. Les organisateurs prévoient une grande parade avec des chars provenant des différents arrondissements avec leurs identités locales. Le ministre d'État en charge de la culture et des arts a annoncé que l'avenue Jean-Paul II abritera le village de la fête.
L'apport de la coopération sino-gabonaise dans le domaine de la santé au Gabon semble être au beau fixe. À Franceville, par exemple, celle-ci se traduit par le renforcement des différents services de l'hôpital du personnel médical chinois. Wilson Wobakassa nous fait le point de tout cela. La coopération entre la Chine et le Gabon semble porter ses fruits, notamment dans le domaine de la santé. L'hôpital de l'amitié sino-gabonaise de Franceville, créé en août 1988, était un exemple concret des avantages de cette amitié qui existe depuis plusieurs années. Depuis que la mission chinoise est là, plusieurs spécialités sont mises en valeur, telles que l'ophtalmologie, la maladie des yeux, il y a la dermato, il y a l'ORL, la cardiologie, il y a la chirurgie. Donc toutes ces spécialités font en sorte que notre hôpital soit le deuxième centre de référence après celui d'Amissa Bongo Ondimba. Depuis l'arrivée de la 19e mission chinoise au sein de cette structure, des patients soulagés de certaines pathologies en témoignent. Je ne voyais absolument rien. Donc je suis venu ici, on m'a fait des examens, ils ont regardé. Bon, ils m'ont dit de venir se faire opérer. Donc on m'a opéré. À présent, je vois très très bien. Donc quant aux autres, ils n'ont qu'à venir. Il ne faut pas avoir peur que si on fait mal, non. C'est bien passé. Je suis soulagée. Maintenir cet élan de solidarité tout en renforçant la communication et l'amitié entre les deux peuples, tel a été le souhait émis par le chef de la délégation chinoise, le docteur Zhu Julien, à l'endroit du peuple alto-gouvéen. Souhaitons continuer notre effort et puis renforcer la communication et l'amitié entre nous et les peuples de Franceville. Débutons l'actualité en Afrique par le Sénégal, où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est dit jeudi à Dakar plutôt confiant dans les chances de faire approuver par l'ONU la création d'une force conjointe anti-djihadiste par les pays du G5 Sahel. Miguel Mabika nous fait le point. Le projet de résolution présenté par la France pour appuyer le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, rencontre des réticences au Conseil de sécurité, en particulier de la part des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères françaises, Jean-Yves Le Drian, a exprimé jeudi à Dakar sa confiance quant aux chances de faire approuver à l'ONU la création par les pays du G5 Sahel une force conjointe contre les djihadistes. Ces pays veulent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Donc nous pensons qu'il faut les appuyer dans cette démarche. Parce que la sécurité des Africains viendra, in fine, que par les Africains eux-mêmes. Et dès qu'il y a des initiatives de ce type qui sont prises, la France les appuie. Le chef de la diplomatie française a salué l'initiative de ces pays qui, au sein du G5 Sahel, ont décidé de créer une force conjointe pour mener des opérations contre le terrorisme. Le G5 Sahel ne se crée pas contre le Sénégal. Le G5 Sahel se crée pour combattre le terrorisme. Et essaye de regrouper ses moyens dans cette direction en créant cette force conjointe. Il faut qu'il y ait entre le G5 Sahel et le Sénégal des relations de confiance, de sérénité et de clarté. Les attaques se sont étendues dans la zone du G5 Sahel et le phénomène prend chaque jour de l'ampleur. Cette dégradation de la situation a conduit les pays touchés à réactiver le projet de force conjointe du G5 Sahel évoqué depuis 2015. Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron. Dans sa tournée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu vendredi à Nouakchott, confiant dans l'approbation par l'ONU d'une force anti-djihadiste des pays du G5 Sahel, mais a laissé entendre qu'elle pourrait intervenir après le sommet de l'organisation en juillet. Le récit de Gaël Mapessi. Les deux hommes ont évoqué en premier lieu l'action du G5 Sahel, et en particulier la mise en œuvre de la force conjointe qui devrait être validée prochainement par le Conseil de sécurité. Et en tout cas, dont la décision de mise en œuvre concrète pourra être prise lors de la réunion du G5 à Bamako le 2 juillet. Nous avons effectivement abordé en premier lieu la mise en œuvre de l'action du G5 Sahel et en particulier la mise en œuvre de la force conjointe dont les chefs d'État ont décidé la création et qui devrait être validée prochainement
par le Conseil de sécurité et en tout cas dont la décision de mise en œuvre concrète pourra être prise lors de la réunion du G5 à Bamako le 2 juillet prochain. Un projet de résolution français pour appuyer, y compris financièrement, le déploiement de cette force conjointe rencontre des réticences au Conseil de sécurité, en particulier des États-Unis. Cap sur la Côte d'Ivoire pour parler du taux d'endettement du pays qui a levé environ 1,5 milliard d'euros sur les marchés financiers en juin, va passer de 42,1% à 42,6% du PIB, un profil d'endettement satisfaisant pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lors d'une conférence de presse que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé jeudi à Abidjan que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, qui a levé environ 1,5 milliard d'euros sur les marchés financiers eurobonds, va passer de 42,1% à 42,6% du PIB. Un profil d'endettement, selon lui, satisfaisant. Je voudrais à cet égard rappeler que le taux d'endettement de notre pays s'établit à fin 2016 à 42,1%. C'est la dette donc, sur le PIB, l'un des plus faibles de la zone UEMOA est largement en deçà de la norme communautaire maximale de 70%. La Côte d'Ivoire a effectué 2 emprunts respectivement 890 millions d'euros et de 625 millions d'euros après l'envoi d'une mission d'une délégation ivoirienne composée de plusieurs ministres sur les places financières de Paris, Francfort, Munich, Londres, Boston et New York du 1er au 8 juin. Le Premier ministre a estimé que ces emprunts étaient un franc succès, soulignant les taux d'intérêt compétitifs obtenus. Suite au retournement des cours du cacao, à la hausse du prix du baril de pétrole et en prenant en compte les dépenses supplémentaires qui, elles, sont liées donc, aux problèmes sociaux que l'on a connus, nous avons renégocié donc, avec le fonds et nous nous sommes accordés sur un déficit donc, en 2017 de 4,5%. Il a assuré que ces emprunts allaient permettre de tenir le déficit budgétaire. Le gouvernement avait donc revu la croissance et le budget à la baisse en mai. Le Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly a notamment souligné que le gouvernement tablait sur un emprunt de 500 millions d'euros et que 625 millions ont été souscrits. L'actualité dans le monde, c'est cette explosion devant une école maternelle de l'Est de la Chine qui a fait au moins 8 morts et des dizaines de blessés, mais pas parmi les écoliers et les instituteurs. Écoutons cet extrait pour les explications. L'explosion est survenue le 15 juin vers 16h48 devant le portail de l'école maternelle de Shuangxing, dans le comté de Fengjiang. À 23h, 8 personnes sont mortes, 65 blessés et 8 d'entre elles sont dans un état critique. Après vérification, quand l'explosion est survenue, les classes de l'école maternelle n'étaient pas finies. Aucun écolier ou enseignant ne fait partie des blessés. Du sport pour la fin de ce journal et au Gabon, l'université Omar Bongo remporte la 4e édition du tournoi de football des grandes écoles et instituts organisé par l'Union sportive des grandes écoles et instituts qui s'est achevé ce vendredi au stade de l'OPT dans le 1er arrondissement de Libreville. Gaël Mapessi, Jospin Bomadianga. Choc au sommet pour la finale de la 4e édition du tournoi de football des grandes écoles et instituts du Gabon. L'équipe de l'université Omar Bongo Ndimba en vert et blanc était opposée à celle de l'Institut de gestion dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Très satisfait du déroulement de la compétition. Lorsque nous savons que c'est les initiatives des étudiants eux-mêmes, nous ne venons là qu'en appui pour soutenir ces étudiants-là. On dit bien, comme les latins, une âme saine dans un corps sain. Donc, après leurs occupations livresques, voilà le moment pour se relaxer, pour se détendre un peu. Après avoir longtemps mené de but à 0, l'équipe de l'université Omar Bongo Ndimba s'est fait peur en concédant un penalty qui sera transformé par l'équipe de l'Institut de gestion. 2-0 sera le score à la pause. À la reprise, le score ne changera pas malgré les velléités des attaquants des deux équipes. Une satisfaction pour les organisateurs qui ne nourrissent aucun regret. Nous serons toujours le grand bloc de l'UCIG. Ça veut dire que nous aurons forcément un mot à dire dans l'activité du CIG. Nous serons comme des conseillers.
Et eux et le bureau qui sera mis en place ce sera le bureau qui va organiser des activités, mais nous allons apporter des conseils. Donc nous n'avons pas de regrets, nous allons travailler en étroite collaboration avec eux. Après plus de 3 mois de compétition, la formation de l'université Omar Bongo Ondimba succède ainsi à celle de Subdecom dans ce tournoi parrainé par le Centre national des œuvres universitaires et de l'association Symbiose. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.